De retour dans l'Africa Newsroom, troisième et dernière partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Baran Ndiaye, Emmanuel Dupuis et Emmanuel Kouzou-Mouami. Et on passe tout de suite au Zoom de la rédaction. Au Zimbabwe, la situation alimentaire est de plus en plus inquiétante. Le pays est sérieusement menacé par la sécheresse qui frappe de plein fouet le système agricole. Les autorités disent maîtriser la situation, mais les organismes humanitaires sont loin d'être convaincus, tout comme la communauté internationale qui est mobilisée pour cette cause. Siamlo Victoria Sedji. Le Zimbabwe n'est pas menacé par la famine. C'est ce qu'a déclaré Mthuli Ncube, ministre en charge des Finances. Suite à une forte sécheresse, les autorités avaient prévu une chute importante de plus de 50% en 2019 et 2020 de la production de maïs et de blé. Après avoir déclaré en septembre 2019 l'état d'urgence, l'exécutif dit avoir entamé un processus d'importation de maïs. Nous sommes bien organisés, nous sommes prêts et nous apprécierons aussi le soutien de la communauté internationale. Si fin décembre 2019, l'exécutif a annoncé qu'il comptait injecter en 2020 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs, principale denrée de base nationale, la direction pays du Programme alimentaire mondial dit ne pas le constater dans les faits. De son côté, l'ONU craint que la situation alimentaire ne se détériore davantage. C'est le problème des liquidités au sein de l'économie zimbabwéenne qui ne permet pas d'investir de manière pertinente sur la production agricole. Le gouvernement se veut rassurant, mais en même temps, le petit peuple, de ce que nous suivons des rapports des ONG et du petit peuple, la situation n'est pas aussi bonne que ça, surtout dans les zones rurales où les statistiques ne sont pas toujours capturées avec la plus grande exactitude. Le Programme alimentaire mondial a déclaré un besoin de 200 millions de dollars pour assister 4,1 millions de personnes durant le premier semestre 2020. Pour l'ONU, les réserves de maïs actuelles sont insuffisantes pour nourrir la moitié de la population. Emmanuel Kouzou-Mouami, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter face à cette crise alimentaire ou pas du tout? Oui, il y a des raisons de s'inquiéter dès lors que la production intérieure agricole s'est effondrée, pour des raisons climatiques, au passage, et que le pays n'a pas de moyens financiers suffisants, parce que demander 200 millions pour nourrir les gens aux organisations internationales, c'est vraiment une preuve d'incapacité d'un pays à réunir lui-même ses ressources. Alors, il y a une subvention de 133 millions de dollars qui a été annoncée par le gouvernement. Je dis que ce n'est pas normal parce qu'il y a des situations prévisibles. Le pays vit dans des conditions climatiques et qui sont telles qu'on peut imaginer soit une pluviosité insuffisante, soit une récolte aussi qui est insuffisante. Parce que le pays n'a pas suffisamment aussi investi, on vient de le dire par le journaliste d'ailleurs, on n'a pas suffisamment investi dans l'agriculture. Or, la sécurité alimentaire, c'est l'un des 3 piliers d'un développement d'un pays après l'éducation et la sécurité. C'est important. Donc le pays n'a pas suffisamment investi là-dedans. Aujourd'hui, il n'a pas suffisamment de moyens pour importer des produits alimentaires et nourrir quelque chose comme 16 ou 20 millions d'habitants zimbabwéens, ça dépend de comment on compte les habitants, on sait dans ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle qu'il y a une défaillance. Mais encore, la situation n'est pas désespérée parce que les pays voisins, notamment l'Afrique du Sud, ou les pays voisins du Nord. Le Congo pouvait, mais n'a pas les moyens, notamment les pays au nord-est, comme la Tanzanie, peuvent intervenir. La difficulté que nous avons, ce sont les infrastructures et les échanges permettant de pouvoir transporter ces produits alimentaires depuis ces pays-là vers le Zimbabwe aujourd'hui. Et ça, nous rentrons dans un problème central qui est celui de la capacité des Africains à créer des solidarités internes et d'avoir des moyens, autant logistiques d'infrastructures pour pouvoir importer les produits alimentaires quand une crise comme celle-là apparaît dans un pays. Ndiaye, on parle d'une insécurité créée par l'homme. C'est les observateurs qui ont employé ce terme. Pourtant, ce sont des aléas climatiques. Est-ce que le pays peut quelque chose? Alors, on va se dire, créés par l'homme, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Oui. C'est-à-dire, pour eux, c'est l'homme qui a pollué, qui fait que les conséquences sur... Mais la sécheresse, ils n'y peuvent rien. Si, la sécheresse peut être une des conséquences du dérèglement climatique, donc causée à la base par l'homme. Les industries qui ont assez pollué pour que la couche d'ozone ne parvient plus à faire son rôle et que
la sécheresse s'installe dans certaines zones, surtout en Afrique australe. Le Zimbabwe est vraiment mal situé pour gérer l'agriculture. Par contre, j'aimerais faire remarquer que le Zimbabwe vivait essentiellement d'agriculture. C'était un des fers de lance. Rappelez-vous, ce qui a été la difficulté de répartir lors de la gestion de la réforme agraire. Ouais. Donc le Zimbabwe aujourd'hui vit essentiellement de la production de maïs. C'est le plat le plus consommé. Les Zimbabwéens n'arrivent plus à consommer les 3 repas par jour. Pourquoi? J'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé d'échanges et d'infrastructures pour échanger en période de crise. Certes, c'est une solution. Par contre, ça ne peut pas être possible dans la mesure où on connaît tous l'inflation qui existe au niveau du Zimbabwe aujourd'hui. L'alimentation ne manque pas. C'est les devises qui manquent pour aller se nourrir et nourrir la population. Donc cette crise alimentaire liée à l'autosuffisance alimentaire affecte même aujourd'hui, voyez-vous, les zones urbaines. Ce n'est plus la population rurale qui est affectée, mais les zones urbaines. Donc je crois qu'il y a une crise majeure et une solidarité africaine, là je vous rejoins, est nécessaire pour pallier en fait à cette grosse crise à venir. Emmanuel Dupuy, le gouvernement, est-ce qu'il adopte la politique de l'autruche? Parce qu'on a entendu le sujet commencer en disant que non, le gouvernement ne parle pas de famine ni de crise alimentaire. Pour eux, on a l'impression que tout va bien en quelque sorte. Est-ce que c'est la politique de l'autruche ou pas du tout, tout va bien? Le gouvernement est quand même obligé de se rendre compte ou de prendre en compte plutôt le fait que 90% de la population vit de l'économie informelle, que le prix de l'essence a été multiplié de 25% l'année dernière et que bien évidemment le taux de Zimbabwéens qui vit en dessous du seuil de pauvreté est dramatique. 8 millions sur les 14 millions et quelques d'habitants. Et s'il ne comprend pas ou s'il fait la politique de l'autruche, l'ONU est là pour lui rappeler. La rapporteuse spéciale pour le droit à l'alimentation, Hilal Elverne, précise bien que la communauté internationale peut allonger, entre guillemets, les devises, mais que ça ne réglera pas un problème créé par l'homme. Je reviens sur ce que vous avez dit. Et d'une certaine façon, oui, bien sûr, il y a eu El Niño, il y a eu le cyclone Idai encore récemment, il y a les insectes qui ravagent les récoltes, mais il y a aussi une mauvaise gouvernance dans la gestion des terres agricoles, et notamment le fait que les fermes ont été démantelées, que les fermes ont été redistribuées à des personnes qui n'étaient pas forcément en capacité de le faire. Une bonne partie des 4500 fermes héritage de la redistribution du Sud ont été redistribuées non pas à des agriculteurs, mais à des urbains qui les ont pris comme résidences secondaires, avec sans doute une mauvaise volonté ou une absence de volonté totale pour exploiter la terre. Donc on est aussi victime de cela depuis 20 ans. Et donc c'est en ça qu'on peut évoquer une crise créée par l'homme. Bien évidemment, il y a les cataclysmes environnementaux qui sont présents. Alors, que faire? Évidemment, solidarité régionale. Enfin bon, là, c'est quand même le programme alimentaire mondial qui doit venir à la rescousse. 2 millions de personnes sont nourries par le programme alimentaire mondial, donc il faut se réjouir qu'il soit déjà là. Encore là. Vous voulez vous exprimer? Oui, ce que effectivement je considère comme une anomalie pour un pays aussi grand, un ancien pays agricole au passage, avec une population aussi faible. On n'est pas dans les 130 millions d'habitants, on n'est pas dans les même 80 millions d'habitants comme le Congo. On est dans une population quand même relativement faible à nourrir. C'est vrai qu'on peut toujours critiquer l'histoire. Oui, Mugabe avait redistribué les terres des fermiers blancs aux noirs quand il a pris le pouvoir. Oui, il y a eu une gabegie énorme du temps de Mugabe pendant une trentaine d'années où pratiquement l'État appartenait à la famille et aux amis proches du président. Ben c'est malheureux. La terre appartenait à ça. Voilà. Donc c'est malheureux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle qu'il y a une crise alimentaire qui frappe le pays. La solution de la Banque du Programme alimentaire mondial, c'est très bien, c'est un secours d'urgence. Je le comprends bien comme ça. Mais il faut que les Africains soient capables aussi de prévenir et de prévoir ce qui peut se passer. Aujourd'hui, je crois que s'il y a une solution, ce n'est pas une solution durable du Programme alimentaire mondial. Exactement. Il y a d'autres malheureux qui ont besoin de ce programme-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, on puisse dire, on profite des situations qui ont été créées, qui sont telles qu'elles sont aujourd'hui, et qu'on se dise, maintenant, demain et après-demain, que fait-on ? Est-ce que nous avons la capacité à mobiliser toute la SADC, l'organisation régionale de l'Afrique australe? Est-ce que nous sommes capables de mobiliser les ressources des pays de l'Afrique centrale
et des pays de l'Afrique orientale notamment, pour venir au secours des, pays, des habitants d'Afrique australe, il faut que nous soyons capables de dire, dans les années à venir, nous devons créer des solidarités actives. Alors par rapport à l'avenir, le gouvernement, ou du moins les autorités du pays, pensaient à faire revenir les fermiers blancs qui ont subi pour certains des expropriations violentes. Ils ont pensé à les faire revenir pour investir au Zimbabwe. Est-ce que vous pensez que les fermiers blancs qui ont été expulsés vont mordre à l'hameçon? Alors je commence par qui? Alors là, c'est l'échec total. Si on pense à ça, ça veut dire que là, on crache carrément dans la soupe et on la reboit encore. Alors ce qu'il ne faut jamais faire, on se nourrit de ses erreurs. Certes, il faut profiter par contre. Il ne faut pas leur dire revenez vous installer pour qu'il y ait encore des tensions sociales, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Moi, je suis honnête dans mon analyse. Il faut leur proposer de venir partager leur expérience, c'est-à-dire être les consultants, les conseillers pour que le pays qu'ils ont tant aimé puisse maintenant soigner ses plaies et renaître par rapport à cette technologie. Parce que le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est bien réforme agraire, redistribution des terres, mais si on ne vous accompagne pas, mais vous n'allez aller nulle part. C'est comme un enfant, on l'apprend à marcher quelque part. Juste des solutions majeures existent. Moi, je pense à la muraille verte qui se pense actuellement au Sahel, d'accord? Qu'on veut construire du Sénégal à l'Éthiopie, c'est-à-dire planter des arbres. Je pense aussi à des canaux, c'est-à-dire pour irriguer l'ensemble de la région, sachant que le mal du Zimbabwe, c'est la sécheresse. Pour pallier au problème de la sécheresse, le PAM, ce qu'il a fait, c'est bien, les milliards qu'il a débloqués, mais c'est temporaire, c'est du one-shot. Le gouvernement, c'est du one-shot. Aux fermiers blancs, vous pensez que ce n'est pas une bonne idée alors? C'est ça. Alors je vais poser la question à Emmanuel. Alors, avant de penser au retour des fermiers blancs, encore faudrait-il penser au retour des 4 millions de Zimbabwéens qui ont quitté le territoire. Exactement. Et ça aussi, le brain drain, toute cette population jeune qui, d'ailleurs, ne se trouve pas en dehors du continent africain, il se trouve dans les pays du voisinage. Donc ça, c'est la première cible. Ensuite, il faut quand même aussi penser que la question n'est pas seulement une question agricole, c'est une question de paupérisation de la population. Et c'est aussi vrai dans les villes, où il y a non seulement un problème agricole, mais un problème de pauvreté au niveau des villes. Donc sans doute faut-il repenser aussi la manière dont l'État est administré. Je vous donne un chiffre en plus, même si ça nous ramène au reportage précédent. Il y a 10 ans, les devises rapportées par l'extraction minière, pour ne pas dire diamantifère, étaient de 50 millions de dollars par mois. C'est retombé à 100 000 dollars par mois. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de diamants. Ça veut dire qu'il y a plus d'exploitants. On retourne au Zimbabwe. Mais c'est au Zimbabwe dont je parle. Oui, non, mais je veux dire, on retourne par rapport à la crise alimentaire, parce que là, on est parti... Oui, non, mais cet argent peut être réinvesti. Excentré. Bah, oui, tout à fait. Ça peut être investi. Oui, 80, ça peut être réinvesti. 80% de la richesse de ce pays est agricole. Donc, à un moment ou à un autre, il faut le réinvestir dans ce sens-là. La solution n'est jamais de revenir dans le passé. Jamais. Quelles que soient les situations. Mais ils ont besoin d'investissement. Dans le cas d'espèce, ce ne sont pas les fermiers blancs qui vont revenir pour nourrir l'ensemble de la population zimbabwéenne. Ce serait une erreur. Il y a des solutions, oui, on a parlé de la solution, par exemple, de créer de la forestation du pays, c'est possible. Ou des barrières ou des frontières de forêt, c'est possible. Mais dans l'immédiat, parce que le bois prend du temps, la forêt prend du temps à se former. Dans l'immédiat, aujourd'hui, le pays doit repenser ses stratégies de développement. Dans les stratégies de développement, il y a l'éducation agricole. Je ne dis pas seulement l'éducation. Ça veut dire que les terres existent, elles n'ont pas disparu avec l'arrivée de Robert Mugabe ou de Mnangagwa aujourd'hui. Les terres n'ont pas disparu. Il faut maintenant que le pays repense à la formation des futurs fermiers. On les prend où ils sont aujourd'hui, on leur dit voici maintenant dans l'éducation de base qu'on va donner aux jeunes, il y a aussi l'éducation agricole. Il faut qu'ils le fassent. Deuxième chose, il faut que petit à petit, on arrive à imaginer que l'État doit exister et pas les personnes, et qu'on arrête la corruption que nous connaissons dans ce pays depuis une trentaine d'années. Le pays n'est pas pauvre. Pardon, les Zimbabwéens au pouvoir ne sont pas pauvres. Ce sont les pauvres habitants qui sont pauvres. Donc qu'on arrive cette fois-ci à trouver une gouvernance correcte et qu'on revienne dans les fondamentaux de la lutte contre la corruption pour que l'argent revienne dans les caisses publiques et que de ces caisses publiques, on puisse à la fois éduquer, importer ce qui est nécessaire. Il y aura toujours des famines. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il faut qu'on puisse, dans la pensée globale de la stratégie de développement de ce pays, les coopérations avec les pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, pas loin, le Mozambique, pas loin non plus, l'Afrique du Sud, de façon à construire des politiques régionales d'entraide. Donc, ça, le salut passera par la coopération. C'est bon.
Nous arrivons au terme de cette émission. C'est la fin de l'Africa Newsroom. Merci à nos chers invités de s'être soumis à l'exercice d'analyse de l'actualité. Vous nous avez éclairés. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt et d'ici là, portez-vous bien.